C'est l'heure du journal sur la RTNC. Bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Recrudescence du choléra dans la sous-région. Une réunion d'urgence a été convoquée par le président zambien pour une implication rapide des dirigeants afin de lutter contre cette épidémie. On en parle dès le début de ces journaux. Au sommaire également, la RDC a pris part à la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques des catastrophes. Les détails, c'est à suivre également dans ces journaux. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, ravi de vous retrouver, Madame, Messieurs, pour cette édition de la mi-journée. En nouvelles, le nouveau passeport biométrique congolais est désormais disponible. Les Congolais peuvent donc obtenir ces nouveaux documents de voyage sécurisés et conformes aux normes internationales. Le prix s'élève à 75 $. La cérémonie officielle du lancement de ces nouveaux passeports a eu lieu aujourd'hui au Centre culturel d'Afrique centrale et c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie. Cette cérémonie, nous y reviendrons avec images et commentaires au cours de nos prochaines éditions. La recrudescence du choléra en Afrique, le président zambien a convoqué une réunion d'urgence à visioconférence avec les chefs d'État et gouvernement de quelques pays en vue des solutions rapides pour lutter contre cette épidémie. La RDC a pris part à cette réunion via le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Marceline Mwakumanya. L'épidémie de choléra sévit depuis quelques temps en Afrique, plus particulièrement en Angola, au Soudan, au Sud-Soudan et en RD Congo. En sa qualité de champion de la lutte contre le choléra en Afrique, le président zambien Hakainde Hichilema a convoqué d'urgence une réunion des CDC Afrique par visioconférence avec différents chefs d'État et de gouvernements africains pour une implication efficace et rapide dans la solution contre cette épidémie qui décime les populations du continent. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui y a pris part, a présenté les avancées significatives de la RD Congo quant à ce. Il s'agit notamment du plan de la lutte contre le choléra entériné depuis 2017 et la vaccination de plus de 7 millions de personnes désormais à l'abri. Signalons tout de même que cette réunion de haut niveau qui a regroupé dans un forum une dizaine de chefs d'État et une dizaine de chefs de gouvernement était une occasion pour le président zambien de s'assurer de l'engagement des différents pays à élever la coordination au niveau régional, faire un plaidoyer sur le financement des manières solides à la lutte contre le choléra et aussi favoriser l'accès aux vaccins et sa production locale, une réponse d'indépendance de l'Afrique face à cette épidémie. L'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies continue de faire l'actualité. Cette élection est un motif de fierté pour le Togo, affirmation de son ministre des Affaires étrangères au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. Une fois de plus, Marceline Mwakumanya. Le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussey, a personnellement effectué les déplacements de Kinshasa pour féliciter au nom de son pays le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'élection et l'obtention du siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme il l'a spécifié lors de la clôture de la campagne sur la candidature de la RD Congo, citons, c'est bien plus qu'un privilège, c'est une mission pour porter la voix de l'Afrique au niveau de cette instance. Pour rappel, sur 187 votants, 183 ont donné leur voix à la République démocratique du Congo au cours de cette assemblée élective sereine tenue à New York. Le Minafet togolais était aussi porteur d'un message de son président Faure Gnassingbé Yadema à son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de sa médiation à la crise dans l'Est du pays. Autre chose, au Sénat, la séance plénière d'hier mercredi sous la présidence de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde a autorisé la ratification de 4 projets de loi et la prorogation de l'état de siège sur une partie du pays pour une période de 15 jours. Plus de précisions avec Janine Kalenga, bienvenue Loussala et Julien Piana.
Reçu par le président du Sénat Jean-Michel Samalukonde Kyenge au Palais du Peuple, une mission de l'Organisation internationale de la francophonie apporte son soutien aux efforts du gouvernement congolais pour amener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. La RDC se bat sur tous les fronts pour la stabilité de la partie orientale de son territoire national. En tête de cette délégation, l'ambassadrice et représentante personnelle de la présidente de la Confédération suisse de la francophonie, Muriel Bercé-Cohen, a fait le point de l'audience devant la presse. Je mène une délégation d'États membres de la francophonie. Alors, nous avons eu un échange de très haute tenue, j'aimerais le souligner, sur la situation dans le pays, en particulier à l'est du Congo. Et nous avons aussi parlé des chemins vers la paix. Quelles sont les voies qui sont en cours, quels sont les processus qui sont en cours et comment ceux-ci peuvent aboutir à une solution de paix qui permette le développement, la prospérité de tout le pays bien sûr, mais aussi surtout en l'occurrence de l'Est du Congo, qui est une région si riche. C'était pour la francophonie, pour toute la francophonie, pour les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, très important d'envoyer cette mission ici, à Kinshasa, au Congo RDC. Le Congo, c'est le plus grand membre de notre organisation. Nous tenions à faire entendre la solidarité de l'organisation de la francophonie, des États membres et des gouvernements au peuple congolais qui souffre beaucoup et depuis longtemps, en particulier dans l'est du pays. Et la francophonie, avec aussi des programmes dont les publics cibles sont les femmes et les jeunes, peut aussi apporter des contributions concrètes, tangibles, pour améliorer la situation de personnes qui vivent tous les jours dans cette situation. Au terme des échanges, un cadeau symbolique en bronze a été remis à la chef de la délégation en guise de franche collaboration et de coopération entre la RDC et l'OIF. Et cette délégation de l'Organisation internationale de la francophonie qui est en séjour à Kinshasa et qui est venue apporter sa contribution dans la résolution de la crise sécuritaire, hormis les institutions, elle a également rencontré quelques membres du gouvernement, nous dit Edith Chala. En réponse à l'appel de la République démocratique du Congo, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a dépêché une mission à Kinshasa pour plus d'informations sur la situation qui prévaut dans la sous-région des Grands Lacs et en particulier en RDC. Au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, l'OIF est entré en contact avec la cruauté des actes posés dans l'est de la RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Plus de 7 millions de déplacés, situation humanitaire dramatique. Nathalie Aziza Mounana a exposé toute la vérité à ses interlocuteurs. Les efforts déployés par le gouvernement de la République n'ont pas été éludés avant de rappeler la difficulté de trouver des couloirs humanitaires car l'occupant est cynique. Ainsi donc, Aziza Mounana attend plus de solidarité de la francophonie. Bestine Kazadi, ministre déléguée en charge de la francophonie, a discuté avec la délégation sur la vision de la RDC sur cette organisation culturelle qui prône les valeurs de paix et de sûreté et la mise en exergue l'idée du gouvernement congolais de la coopération axée sur les partenariats économiques à travers des investissements directs étrangers qui favorisent le développement durable. La mission de l'OIF à Kinshasa s'est aussi entretenue avec la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kiela Kamba. Cette dernière s'est indignée du silence de l'OIF face au massacre, traitement dégradant infligé aux francophones de l'Est de la RDC par l'armée d'un pays voisin, des surcroît membres de l'OIF. Les femmes violées, les enfants en errance, les violences basées sur les genres devenues monnaie courante. Au ministère du genre, famille et enfants que dirige Léonie Kandolo, toute la matière a été fournie à cette délégation de l'OIF. Cette mission de l'Organisation internationale de la francophonie partira de Kinshasa suffisamment édifiée sur les désastres dans l'est de la RDC.
Dans un autre registre, chaque jour compte, agissant dès aujourd'hui en faveur de la résilience, sujet au cœur de la 8e session de la plateforme mondiale pour la réduction des risques et des catastrophes tenue en Suisse à Genève. La RDC prépare à ses assises mondiales à travers le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, nous dit Bobo Mokonti. Victime des catastrophes naturelles, la République démocratique du Congo, l'un des pays qui a porté sa voix aux assises de Genève sur la réduction des risques de catastrophes. Ce forum mondial qui réunit plusieurs États, membres de cette organisation, permet d'évaluer et de faire un état des lieux des progrès réalisés par ces derniers dans la mise en œuvre des objectifs et priorités du cadre Sendai 2015-2030 sur la réduction de risques de catastrophes. La République démocratique du Congo, qui présente un taux élevé d'indice de risque de catastrophes, favorisant ainsi des déplacements de la population, s'engage donc, comme le souligne Jacquemain Chabani, à œuvrer dans une approche proactive pour protéger des vies. La création depuis 2021 de la Caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes, de l'élaboration d'un plan de contingence volcan, de la mise en place de la cellule permanente des alertes et urgences, de l'élaboration du plan trimestriel d'urgence gestion des crises et des catastrophes. Pour cette année, le thème retenu est « Chaque jour compte, agissons dès aujourd'hui en faveur de la résilience ». Je formule l'espoir que la communauté internationale continueront de partager avec les autres, singulièrement avec mon pays, la République démocratique du Congo, leurs expériences sur la réduction des risques de catastrophes et contribueront à l'avènement d'un monde plus résilient face aux catastrophes, bâti sur la coopération et la solidarité internationale. Face aux catastrophes naturelles récurrentes et déplacements massifs de la population, suite à la guerre d'agression dans l'est du pays, les recommandations concrètes issues de cette rencontre permettront au gouvernement congolais de mieux coordonner les efforts pour l'amélioration de la réduction des risques de catastrophes. Kin Ezobonga, une vision du gouvernement provincial qui entend rendre la ville de Kinshasa une ville propre et résiliente. Au cours d'un atelier sur la gestion des déchets solides, les participants et les experts de la Banque mondiale ont discuté sur les voies et moyens devant permettre la mise en œuvre du projet. Hermé Bangando, reportage. Kinshasa est l'une des plus grandes villes africaines de plus de 20 millions d'habitants. Malgré son potentiel d'investissement, cette ville-province est confrontée à d'importantes quantités de déchets solides polluant l'environnement. Face à ces défis majeurs de gestion des déchets, qui s'évaluent à 15 000 mètres cubes par jour, dû au manque environnemental, le gouvernement a mis en œuvre le projet Kin Elenda pour des solutions durables, a souligné le gouverneur Daniel Bumba. À notre avènement à la tête de la ville de Kinshasa, nous avons mis en place un programme d'action ambitieux dénommé Kinshasa Ezobonga, au moyen duquel le gouvernement provincial a manifesté, au terme des déterminations à changer durablement la manière de gérer les déchets solides au travers d'une politique sectorielle cohérente, d'un cadre opérationnel cohérent basé notamment sur la municipalisation et la transformation des déchets solides en faisant recours aux infrastructures appropriées et adaptées aux normes, au secteur privé, aux mécanismes de financement innovants et à une mobilisation de toutes les parties prenantes. Plusieurs stratégies à long terme ont été mises en place pour résorber les problèmes de construction des infrastructures et des services de gestion des déchets solides. Ainsi, la collecte, les transports, le traitement des déchets doivent être valorisés avec la réforme du cadre institutionnel et réglementaire en vue de favoriser l'assainissement et stimuler la création d'emplois. Au cours de ces assises, les participants ont fait l'état des lieux en rapport avec la vision du gouvernement provincial sur les enjeux et perspectives de rendre propre et résiliente la ville-province Kinshasa. Son sens du devoir patriotique, sa loyauté et son leadership font de lui une personnalité qui participe d'une manière importante à l'histoire du pays. Augustin Kabouya, secrétaire général intérimaire de l'UDPS, a été honoré par les élus du Grand Équateur. Regardez. L'octroi du titre de maréchal au secrétaire général de l'UDPS
constitue un acte hautement symbolique et politique significatif. Il s'agit non seulement d'un hommage rendu à un homme d'engagement, mais aussi une reconnaissance méritée pour des années de lutte, de fidélité aux idéaux démocratiques et de sacrifice personnel au service de la nation. C'est lui qui nous a conduits aux élections. Quel est le parti qui y a pris la première place à l'issue des élections? N'est-ce pas l'UDPS Tshisekedi? Le président de la République a accordé une autre mission d'informateur d'abord, puis de formateur. En moins de 2 semaines, il a fini le travail et il a rendu le rapport au chef de l'État. C'est ce qui a permis que le chef de l'État ait la possibilité de rapidement nommer la première ministre. Nous avons vu comment l'Union sacrée a fonctionné sous la responsabilité d'Augustin Kabouya. Nous, au niveau de la province de l'Équateur, nous avons reconnu le mérite du secrétaire général de l'UDPS et président ad interim, l'honorable Augustin Kabouya. Nous avons dit qu'on lui accorde le titre honorifique de maréchal de la politique congolaise. Le secrétaire général de l'UDPS s'est distingué depuis plusieurs décennies comme l'un des piliers de la résistance politique et de la promotion de la démocratie en RDC. Merci Chimène Dondo. Rendons-nous dans le Nord Kivu où Peggy Mukunda nous fait revivre en image le lancement officiel des 2 projets relatifs au renforcement de la cohésion sociale et des soutiens pour la paix en Ituri. Images et commentaires. Les logiciels Système d'information, conseil et orientation SICO vient d'être présenté par la MONUSCO au programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS et à ses partenaires étatiques au cercle Elaïs Kinshasa. C'est la coordinatrice adjointe du PDDRCS en charge des opérations techniques, Marie-Chantal Lumba, qui a lancé officiellement ses assises à côté des coordonnateurs adjoints en charge de finances, William Louamouchi, et de la coordinatrice principale adjointe de la MONUSCO, Silke Ruche. Cette dernière a présenté les logiciels SICO comme étant un système intègre, composantes essentielles qui sont l'information, les conseils aux clients et l'orientation. Cette dernière composante consiste à diriger les clients qui sont les bénéficiaires du PDDRCS vers les opportunités de réintégration en fonction de leurs souhaits et leurs capacités. Dans ce mot de circonstances, la coordonnatrice Marie-Chantal Lumba a adressé ses remerciements à tous les participants et en exprimant sa profonde gratitude envers la MONUSCO pour son accompagnement qui témoigne de son engagement dans le soutien des efforts de la paix et la stabilisation en RDC selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Elle a également invité tous les participants à s'impliquer pleinement dans ces échanges de 3 jours car les SICO représentent une opportunité importante de professionnaliser la gestion efficace et répondre aux attentes de communauté. Comment réveiller les champions qui dorment en toi et 21 clés pour réveiller ces leaderships en toi? Tel est le thème de l'atelier de formation sur les leaderships à l'attention des militaires, des élèves et des femmes, nous dit Chimène Dondo. Les participants ont eu l'opportunité d'écouter les interventions inspirantes, notamment celles de Serge Tulombo, coach mental, et de David, qui ont abordé le thème « Comment réveiller le champion qui dort en toi » et partagé 21 clés pour réveiller le leader en toi. Ces clés riches en conseils pratiques ont pour objectif d'aider chacun à révéler ses qualités de leader et à développer une attitude positive face aux défis quotidiens. L'objectif avec notre partenariat, c'est de commencer le leadership dès la maternelle. Pas juste en tant qu'adulte à l'université, mais si nos enfants apprennent les clés que nous venons de discuter à bas âge. L'objectif de cette conférence cadre lien avec les missions du service d'éducation civique, patriotique et action sociale, qui vise la formation, l'éducation comportementale des militaires et de leurs dépendants. L'éducation comportementale sous toutes ses facettes
est toujours placé au centre de notre action, car cela rencontre la vision du commandant suprême. Je cite son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces genres d'initiatives montrent l'engagement de l'ASBEL, un geste d'amour dans la promotion du développement personnel et du leadership en particulier au sein de forces armées et de leurs familles. Un véritable pas vers l'autonomisation et la motivation des acteurs clés de notre société. Direction la province du Lualaba présent, sur initiative du ministère de l'Intérieur, les acteurs territoriaux de cette province s'approprient les textes légaux relatifs à la gouvernance sécuritaire des proximités. D'autres précisions, c'est dans ces reportages. À Kolwezi, pendant 3 jours, les acteurs territoriaux du Lualaba s'approprient le texte légaux encadrant la gouvernance sécuritaire locale. Objectif, renforcer l'ancrage des dispositifs de sécurité à la base. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de réformes établies par les arrêtés 044 et 046, précisant les modalités d'application du décret 022/44 relatif à la création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Une formation essentielle qui réunit le membre du comité provincial de sécurité, le maire, les administrateurs de territoire, le chef de secteur, ainsi que le bourgmestre, le responsable des regroupements et des chefferies. Même le chef de quartier et des rues sont mobilisés. Pour eux, cette initiative est plus que nécessaire. À l'issue de cette organisation, il y a des innovations. On ne va plus encore revenir au concept de conseil de sécurité. Maintenant, c'est comité de sécurité. Il y a des nouvelles méthodes que nous venons d'apprendre qui vont nous aider à comment présider, organiser des réunions de sécurité dans nos entités. Nous sommes très contents que cet atelier puisse se dérouler afin de nous s'orienter comment gérer une entité. À travers cette réforme, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires coutumières veut renforcer la collaboration entre citoyens et autorités locales. Une approche participative pensée pour une gouvernance sécuritaire adaptée aux réalités du terrain. Kwilu, le reporter nous fait revivre en image le reportage relatif à la cérémonie d'investiture du nouveau gouverneur et son programme et l'adoption du programme. Après la nomination de ministres provinciaux du Kwilu par le gouverneur de province Philippe Akamituna le jeudi 29 mai 2025, la journée de ce lundi 1er juin a été consacrée à l'investiture de membres du gouvernement provincial par l'organe délibérant. Notons que cette investiture a eu lieu dans la salle de plénière en présence des élus du peuple et la population. Le gouvernement Philippe Akamituna compte 10 ministères. Signalons qu'avant l'investiture, le gouverneur de province Philippe Akamituna, accompagné de son vice Espoir Massamanki, a présenté les programmes quinquennal de son gouvernement devant le député provincial du Kwilu. À l'issue de mes différentes tractations, j'en suis arrivé à une logique qui reste ma vision, à savoir développement durable à partir de la base. En effet, dans le contexte d'une province aussi vaste que la nôtre, le développement doit nécessairement partir de la base. Après les interventions des élus provinciaux qui ont soulevé des préoccupations au regard du dit programme, le gouverneur des provinces est revenu après pause et a apporté des réponses aux différentes préoccupations soulevées par les députés provinciaux. Ainsi, après les éclaircissements apportés par le gouverneur Philippe Akamituna en l'intention des élus provinciaux, l'organe délibérant du Kwilu a adopté vers 21h le programme du gouvernement provincial et ipso facto l'investiture de membres de l'exécutif provincial du Kwilu. Et dans le Haut-Chouélé, les travaux d'aménagement du site de la RTNC évoluent normalement. L'honorable Bismik Boélé s'en félicite. C'était à l'issue de la visite effectuée sur les chantiers. Nathalie Mboula, reportage.
Le site de la RTNC Otuele, en plein travaux d'aménagement, ne cesse d'attirer la sympathie de plusieurs personnalités. La dernière en date est celle de l'honorable Bismik Boele Losomia, député provincial, élu du territoire de Ouacha, conduit par le directeur provincial Damas Solekaya, accompagné du délégué syndical Jérôme Bongenda. L'honorable Bismik Boele reste de toute oreille et de tout yeux. Il apprécie à leur juste valeur les travaux, salue la détermination du gouverneur Jean Bakomi Togambou qui les finance et l'exhorte à pousser jusqu'au bout. Moi, je pensais aujourd'hui que c'était mon jour de passer ici pour palper du doigt la réalité. Je vis que le bâtiment est en train d'être installé. Les travaux sont en cours. Voilà pourquoi, pour moi, une occasion de jeter des fleurs à l'exécutif provincial. Nous lui encourageons de pouvoir avancer et doter finalement la province d'une RTNC qui répond aux normes des autres provinces. En que fervent auditeur de la RTNC, l'élu de Ouacha, JBCR Garni, octroie un lot de fournitures de bureaux. Avec modestie et humilité, j'ai pu apporter quelques petits équipements parce que nous sommes au chantier. On s'est dit, bon, voilà, bien qu'on soit au chantier, la RTNC a toujours besoin des stylos, des petits papiers. Voilà. Très marqué par ces gestes inattendus et désintéressés, le directeur provincial de la RTNC Otuele, Damas Solekaya, les remercie au nom de son personnel. Je voudrais sincèrement le remercier. C'est vraiment une surprise agréable. Donc je dis merci au gouverneur. Et aussi merci à l'honorable qui a pensé à nous. Si longue soit la nuit, le jour finira par apparaître, dit-on. L'honorable Bismik Boele Losomia promet de revenir lors de l'inauguration de ces joyaux. En sport, la Fédération congolaise de golf a lancé ses activités hier mercredi 4 juin au Cercle de Kinshasa. C'était en présence de son président d'honneur Patrick Mouyaya, nous dit Willy Kandé. Le Cercle de Kinshasa a servi de cadre au lancement des activités de la Fédération congolaise de golf. Le président de cette entité, Baba Beston, a signifié à l'assistance que son comité tient au rayonnement de cette discipline en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour nous, c'est un très grand jour, dans la mesure où on a maintenant une fédération qui va faire en sorte que le golf en RDC va prendre de l'essor. Vous savez, ce sport existe en RDC depuis l'époque coloniale. Le secrétaire général au sport, Bodi Ilunga, a exprimé la volonté de l'État de pouvoir accompagner cette discipline sportive. On était surpris de voir que la Fédération congolaise de golf n'existe pas, disons de façon administrative. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, est le président d'honneur de cette entité dont le sport est un facteur d'attractivité touristique. Avec la nouvelle fédération, nous avons évidemment un plan qui part du diagnostic de comment ce sport il est perçu. Il est perçu comme un sport des Blancs, il est perçu comme un sport des riches. Mais tout ça, c'est des stéréotypes. C'est un sport que tout le monde peut pratiquer. Le golf peut progressivement être amené dans les écoles pour son rayonnement facile et surtout préparer la relève. Place à présent à la lecture des journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaires de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 5 juin 2025. À Goma, dans l'est de la RDC, la traque aveugle des derniers alliés de Kinshasa annonce Jeune Afrique. Dans la capitale du Nord Kivu, l'AFC M23 multiplie des opérations de ratissage pour débusquer les militaires et les miliciens qui ont refusé de se rendre. Entre arrestations arbitraires, disparitions forcées et parfois assassinats, les habitants de Goma subissent de plein fouet cette explosion de l'insécurité que dénoncent les organisations non gouvernementales et mouvements citoyens.
est de la RDC, l'Union européenne et les pays donateurs notent la détérioration continue de la situation humanitaire, déplorent également l'instauration des taxes illégales et droits de douane par l'AFC 123, révèle actualité.cd. À la suite du statu quo observé sur terrain avec des initiatives de paix régionales et internationales, les pays donateurs qui financent la réponse humanitaire en RDC alertent sur la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, notamment dans les zones affectées par les conflits armés et l'insécurité. Dans une déclaration conjointe rendue publique le lundi 2 juin 2025, les États-Unis, la France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Hollande, la Norvège, la Suède, le Japon, le Canada, la Grande-Bretagne et l'Union européenne se disent profondément préoccupés par les difficultés croissantes rencontrées par les acteurs humanitaires sur le terrain. Ituri, la société civile indignée par la présence des militaires dans les sites miniers, rapporte Actu30.cd. L'acteur de la société civile, Kakule Malikidogo, déplore la présence des éléments des FARDC dans plusieurs sites miniers du territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri. À l'en croire, ces éléments s'occupent notamment de la sécurité des sites exploités par les Chinois, tandis que d'autres supervisent des activités minières de leurs supérieurs. Ils sont visibles en grand nombre dans les carrés miniers de Massangué, Luemba et Maoulo, des entités du territoire de Mambasa. Légumes de Kinshasa, ce qui devait nourrir la ville la tue à petit feu, constate la référence plus. Une contamination massive et silencieuse se propage ces dernières années à Kinshasa. Ce qui devait nourrir la ville la tue à petit feu. Dans les faubourgs de la capitale, des milliers de maraîchers cultivent quotidiennement tomates, amarantes, choux, épinards pour approvisionner les marchés de la capitale. Ce que peu de consommateurs savent, c'est que ces légumes, pourtant indispensables à l'alimentation quotidienne, sont imprégnés de pesticides hautement toxiques, souvent bannis ailleurs dans le monde. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi en ma compagnie. Merci à Mireille Ndeke qui l'a coordonné. Grand merci également aux différentes équipes en régie. Chimène Dondo, Francel Kongolo à Nomouti, à la rédaction Gauthier Kiassi. En leur nom, je vous dis merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. Excellente suite des programmes sur la RTNC.